Dimanche 17 novembre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous débutons avec un léger retard indépendant de notre volonté. Les locaux de l'Institut supérieur des professionnels de la santé ISP de la région de Tillabéri, donc de Tillabéri, ont servi de cadre ce dimanche à la cérémonie de prestation des serments de nouveaux récipiendaires de l'examen unique de certification en santé. Les nouveaux cadres de ce secteur qui sont à l'issue de cette cérémonie renvoyés à l'exercice de leurs fonctions pour le bien-être de la population nigérienne. Le résumé avec Adam Soumana. Cette cérémonie solennelle marque la prestation de serment des 43 étudiants de l'Institut supérieur des professionnels de la santé de Tillabéri ayant réussi avec brio à l'examen de certification en santé de la session 2019. Une session au cours de laquelle cet institut a dépassé la barre de 80% de taux de réussite à la satisfaction des différents responsables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les formateurs et enseignants, encadreurs de terrain et staff administratif, cette performance est la vôtre et je vous félicite vivement car votre souci constant de former des agents de santé de qualité pour des soins de qualité est dissipé comme illustré par les résultats. En effet, sur les 43 admis, nous avons enregistré 4 mentions bien, 20 mentions assez bien et 19 mentions passables. Chers encadreurs, une fois encore, félicitations et félicitations. Cette année, ils ont pu relever le défi. Cela honore la région de Tillabéri. En tant que premier responsable sanitaire de la région, je suis fier de ces résultats et nous souhaitons à ce que les résultats de l'année 2020 soient meilleurs à ceux de l'année 2019. Pour les récipiendaires, c'est l'occasion de rendre un hommage mérité aux encadreurs de l'ISPS. Mes camarades, par ma voix, exprimons toute notre gratitude et présentons toutes nos excuses à nos parents pour leur soutien permanent. Les corps enseignants, les encadreurs de terrain pour leur formation et leur encadrement de qualité. L'administration de l'Institut pour nous avoir gérés avec sérénité et endurance durant notre cursus scolaire. Pour finir, chers étudiants de promotion restantes, je vous exhorte à plus d'ardeur et de discipline, gage de toute réussite dans la vie. Puis vint le moment tant attendu de la remise officielle des diplômes aux récipiendaires qui font la fierté de l'ISPS Tillabéri et au-delà de leurs futurs patients. Restons toujours dans la région du fleuve pour parler cette fois-ci de la campagne agro-silvopastorale 2019 qui n'est pas du tout bonne dans cette région. En effet, plusieurs localités ont été déclarées déficitaires selon la direction régionale de l'élevage. Reportage Nefissa Zakou. La campagne pastorale au Niger, notamment dans la région de Tillabéri, est déficitaire cette année comparativement à l'année 2018-2019. En effet, cette campagne est caractérisée par la longue période de soudure observée en 2019 et la mauvaise répartition des pluies ont accentué les déficits fourrageux dans certains départements du nord, dont Bankilare, Banibongo, Tira et Ouala, mais aussi certains départements du sud. Le déficit fourragé est de l'ordre de 239 000 tonnes de matière chasse. La première conséquence de cette insécurité alimentaire observée au niveau de ces départements était le départ précoce des éleveurs et leur cheptel dès le mois de février par la transhumance frontalière vers le Bénin et le Togo. Et une concentration importante des troupeaux sur les parcours potentiellement riches en fourrage et non loin des points d'eau dans les départements de Bankilare et Ayoru, départements dans lesquels, vous le savez, il y a l'insécurité. Quant à la situation des points d'eau, donc les mares ont commencé à se tarir, mais quand même le fleuve est rempli. Au directeur régional de l'élevage de Tillabéri,
d'évoquer la situation de la santé animale dans la région de Tillabéri. La situation sanitaire, quant à elle, elle est calme dans l'ensemble de la région de Tillabéri. On n'a pas notification de pathologie particulière. Au cours de l'année 2018-2019, la vaccination des animaux se présente comme suit. Pour les bovins, on a vacciné 2 453 000 têtes. Pour les ovins, 1 136 000 têtes. Et pour la volaille, 98 000 têtes. Vu les mesures prises par la direction régionale de l'élevage, on peut sans risque de se tromper dire que l'élevage se portera bien au profit des éleveurs de la région de Tillabéri. Merci Nefissa Zakou. Et comme chaque dimanche, nous recevons un invité aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit de El Hadj Salisu Amadou. Il est un acteur de la société civile nigérienne. El Hadji, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de plusieurs événements qui ont marqué l'actualité cette semaine au Niger. Débutons d'abord avec le retour du chef de file de l'opposition, Hama Amadou, le 14 novembre dernier. Hama, il est venu en toute discrétion pour pour le deuil de sa mère décédée en octobre dernier. Un retour qui a suscité de vifs commentaires et des réactions, notamment et des déplacements aussi des hommes politiques pour aller présenter les condoléances au chef de file de l'opposition. Ce retour intervient à un moment où le Niger se prépare pour un dialogue politique inclusif, comme annoncé par le président du CNDP, Premier ministre, au cours d'une rencontre. El Hadj, ce retour de Hama Amadou vient encore donner de l'espoir pour ce dialogue tant entendu par le Nigérien. Bon, vous savez, dans de telles circonstances, d'abord, il faut quand même, à première vue, de présenter les condoléances, ceux qui ont perdu leurs proches. Et puis, ce qui fait que, vous savez, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon. Et l'avantage aujourd'hui des Nigériens, c'est qu'on a foi à Dieu. Et que dans telles circonstances, vous savez, il y a la compassion que tout un chacun doit faire à un de ses proches. Surtout que aujourd'hui, quand tu prends aujourd'hui un homme de Randi Hama, qui en fait ça fait à peu près 4 ans d'abord qu'il n'est pas ici au Niger, et que dans des circonstances un peu, et quand même peut-être nous allons revenir là-dessus, peut-être si on aura le temps. Mais je pense néanmoins, c'est-à-dire, vous savez qu'il faut s'en féliciter, puisque aujourd'hui, ça veut dire que le principe du dialogue était d'abord anéanti, et que maintenant, de tous côtés, il n'y avait pas espoir pour pouvoir quand même dialoguer, et que c'était une reconversion de la classe politique, comme nous l'avons dit, nous l'avons toujours crié au fort, que cette classe politique a pris le pays en otage, soit l'un dans l'autre. Nous pensons que, c'est-à-dire, si ce carnaval permettra d'amorcer, en fait, un temps soit peu, cette bombe dont on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser, nous, ça nous fera plaisir. Parce que nous, c'est pour l'amour de ces pays. Parce que nous, parce que c'est que la différence avec les politiciens, nous, on a l'amour du pays et qu'on va, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui va, qu'est-ce qu'il va faire, quel est l'intérêt du Niger, quel est l'intérêt des Nigériens. Donc, ce qui fait qu'a priori, vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le monde, en fait, converge vers ce dialogue. Donc, ce qui fait que les gens en ont marre de la façon dont ce dialogue de sourds, qui était instauré exprès par cette classe politique véreuse, maintenant, néanmoins, ça veut dire qu'ils ont peut-être maintenant, si maintenant ça veut dire qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas continuer dans ce sens, ça fera plaisir. Sinon, dans tous les cas, vous savez que, en fait, aujourd'hui, par rapport non seulement aux dispositions et aux mécanismes du dialogue qui maintenant devrait avoir, parce que c'est un dialogue d'abord qui devrait être inclusif à tous les niveaux, et maintenant ça nous permettra de voir, en fait, de voir de près qui en fait, est prêt pour ce dialogue, qui ne l'est pas. Donc, parce que vous savez que c'est que notre classe politique, elle est un visage à deux faces. Parce que tout de suite maintenant, vous allez voir
que maintenant elles vont se trouver en train de parler, et 24 heures après, mais tu vas te poser la question, en fait, c'est ces gens-là que nous, on avait vu hier, et ce sont les gens-là qui sont en train de se déchiqueter, et ce sont les gens-là qui sont en train de dire n'importe quoi. Donc je pense que ça veut dire que, dans tous les cas, ça veut dire que nous avons un œil regardant envers eux. Donc ce qui fait que, qu'est-ce qu'on devrait avoir pour parler? Non, c'est qu'il faut qu'il y ait un apaisement à tous les niveaux. Or, vous savez que le Niger, par rapport à sa situation actuelle, ne mérite pas vraiment de la façon de faire de ces politiciens. Mais on va faire avec. Mais dans tous les cas, ça veut dire que eux-mêmes, je crois qu'ils devraient apprendre les leçons. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, il faut savoir ce qu'on fait et il faut savoir, à juste titre, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que maintenant ça, là, ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire, ça, là, si ça ne marche pas. Donc, c'est parce que ça veut dire que toute la classe politique est interpellée dans ce sens. Donc, nous pensons que du point de vue d'abord sécuritaire, du point de vue économique, du point de vue dialogue tout court, vous savez que c'était arrivé à un moment où ça veut dire que les gens ne se parlaient même pas. Même dans des cérémonies, les gens se regardaient en chaîne de défense. Donc, ce qui fait que ça veut dire que c'était vraiment, en fait, vraiment une occasion que je pense que tout le monde doit saisir pour pouvoir quand même se pardonner. Et maintenant, va avoir un nouvel envol pour voir comment, en fait, avoir, en fait, pour ce Niger, parce que dans tous les cas, ça veut dire que, vous savez, en fait, la population, c'est elle, vraiment, qui est maîtrisée et qui sera prise encore, je le dis, en otage, dans la mesure où ces politiciens, eux, ils s'en foutent pas mal. Si maintenant, ça veut dire que leur intérêt est mis en jeu, vous allez tout de suite voir leur vraie face. Parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il suffit de clienter un peu à gauche, vous allez voir en fait de quelle voie ils se chauffent. Donc nous pensons que vraiment ces gens-là, ils doivent avoir un peu le sens de l'amour de la patrie. Pour la première fois, comme pour pouvoir en fait conjuguer le verbe maintenant pardonner. Donc je pense que ça sera plaisir pour voir comment avoir une nouvelle envol, un nouveau démarrage vraiment pour ces pays. Et nous pensons que ça veut dire que cette façon de faire, ils allaient les mettre dans les placards une fois pour toutes. Sinon, la jeunesse montante, elle est en train de les regarder et la jeunesse ne va pas les pardonner. Espérons que cette classe politique est donc est à l'écoute, Alhaji. Donc nous reviendrons avec vous, Alhaji, le temps d'annoncer que la semaine écoulée, une ONG internationale, l'International Crisis Group, a publié un rapport dans lequel cette ONG a parlé des sources de financement des groupes djihadistes armés opérant au Sahel qui visent désormais des sites d'exploitation aurifères artisanales. Les acteurs du domaine, à savoir l'association des agrès exploitants de l'or et les graines, une structure de la société civile, très vite après la publication de ce rapport, ont lancé un appel aux autorités de prendre des dispositions pour sécuriser davantage les sites d'exploitation artisanale de l'or. Reportage. Au Niger, l'exploitation artisanale de l'or se fait principalement dans la région de Tillabéri, une région malheureusement fragilisée par les attaques de groupes armés du Nord Mali. Ces attaques se justifient du fait que les djihadistes misent désormais sur l'or pour financer leurs activités. Selon l'International Crisis Group, dans un rapport publié le 13 novembre 2019, aussitôt, l'Association nigérienne des agréés d'exploitation et de commercialisation de l'or demande aux exploitants des sites d'être prudents et vigilants et à l'État de sécuriser davantage les sites d'or du Niger. Avant que ce problème ça commence, nous, on a demandé vraiment la sécurité, vraiment tout là où il y a le site. Parce que pourquoi? Tout là où il y a affaire de l'or, il y a l'affaire de l'argent. Tout il y a l'affaire de l'argent, et ça a besoin de sécurité. Il faut voir les banques, même si c'est une petite banque privée, il faut tout le temps, avant H24, il faut que les autorités soient là vraiment pour suivre, pour garder. Donc c'est pour cela, nous aussi, notre souhait, vraiment tout là où il y a la suite, vraiment l'État nous amène vraiment une aide, vraiment, et pour vraiment sécurité la vie de population et la vie de notre recette et la vie de notre économie. Vraiment, c'est très important.
face à cette nouvelle situation qui se pointe à l'horizon, le groupe d'action et de réflexion dans les secteurs extractifs graines demande également aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires. Avec plus de 100 000 haut-parleurs au Niger, dont la région concernée là est 50 000 à peu près. Donc c'est beaucoup de ressources qui sont en jeu là-bas. Donc c'est stratégique pour des djihadistes. Comme vous savez, tous ces haut-parleurs, c'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Quand on rentre dans ce travail, c'est quelqu'un qui est resté à lui-même. Et malheureusement, ce n'est pas des Nigériens seulement. Il y a toutes les nationalités. Donc, il y a des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Chaque fois, ils nous informent qu'ils sont menacés. Parmi les sites, il y a seulement Komabongo qui a quelques forces de l'ordre. Mais tous les autres, c'est eux-mêmes qui assurent leur sécurité. Donc, c'est comme des gens qui se sentent abandonnés. C'est une cible pour les djihadistes. Parce que dès que l'État se retire, donc eux, ils peuvent vraiment s'installer et rançonner les employeurs. Selon le rapport de ICJ, au nord Niger, l'exploitation artisanale de l'or qui a débuté à Jado en 2014 a été accaparée par des réseaux de plusieurs hommes armés qui auraient contrôlé certains sites et commercialisé frauduleusement l'or sur le territoire libyen jusqu'en 2016. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour, et c'est pour parler de cette affaire du site aurifère, notamment avec le rapport publié récemment par l'International Crisis Group qui parle de nouveaux sites, donc de nouvelles sources de financement de groupes djihadistes opérant dans le Sahel, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali, qui misent désormais sur les sites d'exploitation aurifère. Donc d'exploitation artisanale de l'or pour s'autofinancer. Et là, vous avez suivi les réactions des acteurs de ce secteur. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, et au vu de la déclaration de la situation sécuritaire, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette annonce de cette ONG? Moi, je pense que ça veut dire qu'il y a péril à la demeure, parce qu'il faut, étant donné leur sonnette d'alarme, c'est venu à point nommé. Sinon, vous savez que le contexte d'abord sécuritaire, là où on est actuellement, je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est de trouver à juste titre le dispositif qui permettra, en fait, d'abord, non seulement l'attraction, même si c'est une attraction artisanale, mais qui a un revenu qui est conséquent, qui est très très important dans l'économie. Donc, ce qui fait que, même en dehors de ça, je pense que ça veut dire que la sécurité n'a pas de prix. Or, vous savez, en fait, eux, et ces gens qui maintenant, ça veut dire qu'ils sont à l'encontre de ce qu'on est en train de faire du point de vue sécuritaire, et leur objectif c'est quoi? C'est de pouvoir mettre un dilemme dans la tête de toute la population, c'est de mettre une psychose qui, dans la tête de la population, c'est de ne pas évacuer et de l'autre côté, évacuer dans le bon sens, qui permettra, aujourd'hui, ça veut dire que les gens, ça veut dire que leurs petits revenus qu'ils arrivent à avoir pour joindre les deux bouts, que vous avez vu que l'État a l'obligation d'abord, un temps soit peu, de chercher un dispositif sécuritaire et mettre en place à tous les niveaux. Ça, c'est d'abord un premier point. Et maintenant, en fait, qu'il y ait un dialogue permanent qui permettra de pouvoir échanger. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État devrait venir en apport par rapport à ces gens-là. Et vous avez vu que ça veut dire que ce qui me fait en fait réfléchir un peu, mais sinon, dans le fond, pourquoi Orano dit qu'il va quitter d'ici 2021? Ça là, vous savez, moi, ça me fera réfléchir donc en guise rouge. Maintenant, ça veut dire que dans la convention de l'Union arabe, il y a à peu près 4 ou 5 ans que le gouvernement passé qui avait signé avec l'Union arabe, mais c'était une convention qui est partie d'un partenariat à longue durée. Et maintenant, si ces gens-là, maintenant ils ont dit qu'ils vont plier bagage d'ici 2021, et que maintenant encore ça coïncide avec l'insécurité qui se propage à ces niveaux et à ces pays respectifs, parce que vous avez vu, en fait, à peu près le Burkina, le Mali, le Niger, le Mali, nous ne sommes pas épargnés du point de vue, ça veut dire c'est tout simplement en fait
c'est comme une espèce d'impliqué dans la mafia qui ne dit pas son nom. Donc ce qui fait que moi je pense, ça veut dire que vraiment l'État a l'obligation de s'asseoir et de trouver à juste titre un dispositif qui permettra non seulement de pouvoir mettre une sécurité sur toute la ligne en place, et maintenant de l'autre côté, en fait, il faut que maintenant ces gens-là qui ont signé des conventions sur le plan international, il faut que ça soit vraiment comme on l'avait dit. Ça aurait été que ça veut dire que, comme vous savez, en fait, ce problème de gouvernement, c'est parce que le gouvernement il communique mal. Et le gouvernement ne prend pas en compte certaines déclarations. Sinon, s'il prend en compte et que maintenant, en cours de route, il prend et il rectifie à juste titre certaines mots, c'est allé en fait un peu marcher. Mais malheureusement, c'est un gouvernement qui, dans tous les cas, il fait à sa manière. Or, ça veut dire que quand tu gères un pays, c'est tout le monde a un droit de regard, tout le monde a un intérêt. Donc, ce qui fait que cet intérêt, c'est quoi? C'est la quiétude, c'est en fait l'économie qui marche, c'est devoir évacuer nuit et jour toutes les occupations. Donc, il faut que le gouvernement arrive à comprendre. Sinon, ce n'est pas qu'il ne comprend pas, mais il le refuse. Et maintenant, ça veut dire qu'il marche à sa manière. Or, le dialogue là, comme on l'avait dit, mais ça fait combien de temps qu'aujourd'hui, ça veut dire que nous, on tape à leur porte. Ça fait combien d'années que chaque fois on les dit, non, il faut venir dialoguer, il faut venir communiquer. Malheureusement, ça veut dire qu'il faut que ça arrête à un processus pour dire dans tous les cas, non, on va dialoguer. Et en cela, c'était un peu tard. Donc, mais maintenant, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne un nouveau visage, un nouveau dispositif qui permettra non seulement ce dialogue inclusif à tous les niveaux, non seulement de voir maintenant partager l'information à temps opportun, non seulement de voir maintenant, ça veut dire que faire la gouvernance qui permettra la méthode d'approche pour cette population, on lutte pour cette population. Donc, si cette population elle est maîtrisée dans sa chair, cette population elle est méprisée, mais ça veut dire que, en fait, vous allez diriger qui? On dirige justement ce pays parce que pour le bien de la population. Et dans tous les cas, je pense que ça veut dire que l'interpellation, ça doit être à tous les niveaux. Et maintenant, ça veut dire que cette communication, elle doit être non seulement inclusive, et elle doit être vraiment parfaite à tous les niveaux. Donc ça fera plaisir que si le gouvernement pouvait un temps soit peu vraiment nous entendre pour la première fois. Merci Alaji. Donc, autre fait de l'actualité, c'est cette affaire de la fermeture de la frontière nigériane. Depuis le 20 août dernier, vous le savez, le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec les pays voisins, notamment le Niger. Une décision qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques des pays voisins. Cette situation a fait réagir quelques citoyens dont je propose de suivre. La décision du Nigeria de fermer ses frontières, ça obstrue donc les échanges commerciaux et cela impacte sur le bien-être de part et d'autre de la frontière. Bon, seulement, et à leur niveau, ils savent ce qu'ils cherchent. Mais normalement, comme on fait partie de l'UEMOA, de la CEDEAO, on devrait se concerter avant de prendre cette décision. Ça veut dire que maintenant, par exemple, quand vous prenez, je dis, c'est la première puissance économique d'Afrique. Nous importons beaucoup de biens de consommation du Nigeria. Et le fait que la frontière est fermée, ça veut dire que maintenant, pour faire entrer des produits du Nigeria, les gens vont prendre des risques. Et les risques à un prix. Ça veut dire que ça va, donc les prix vont monter. Donc, et c'est là, donc, plus les prix montent, donc le pouvoir d'achat des ménages diminue. Et je pense que la réunion qu'on va faire, elle est tardive. Parce que la décision a été prise depuis le 20 août 2019. Je pense que les autorités, surtout le président Issoufou, qui est un président en exercice de la CEDEAO, devrait peut-être interpeller son homologue du Nigeria pour lui dire que non, on est dans une organisation sous-régionale, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et voilà, les textes disent ceci, les textes disent cela. Il y a beaucoup de changements, surtout sur les prix des infrastructures qu'on paye aussi pour faire les constructions. Tous les prix ont changé. Oui. Mais s'il y a quelque chose, donc il faut revoir comment on va faire pour vraiment ouvrir la frontière, c'est que tout revienne normal. Oui. Et puis l'impact aussi, ça joue beaucoup quand même sur le développement du pays. Le Niger partage avec le Nigeria une frontière
longue de 1500 km. Donc, ce qui fait que, en tout cas, toutes les régions frontalières certainement sentiront les effets de cette fermeture. Donc, c'est qu'il faut juste espérer que la diplomatie nigéro-nigériane s'active pour essayer, en tout cas, d'affiner les contours sur les raisons objectives de cette fermeture. Parce que vous savez que certainement le Nigeria a ses propres raisons et que on est aujourd'hui dans l'esprit de la globalisation et même avec le dernier sommet de l'Union africaine, l'esprit de la ZLECAf, et que le Nigeria, tous les pays, en tout cas parties prenantes, avaient salué l'entrée ou la signature du Nigeria. Donc je pense que au nom de cette responsabilité engagée, le Nigeria doit quand même créer les conditions de réouverture de ses frontières. Maintenant, quitte à ce que le Niger aussi tire les leçons pour pouvoir mieux se préparer et l'avenir quant à l'économie, afin que, en tout cas, toutes les villes, que ce soit frontalières et au-delà, puissent aussi trouver une nouvelle dynamique qui permettrait véritablement une croissance au-delà de la dépendance du Nigeria. C'était là donc les réactions de quelques citoyens sur la fermeture de la frontière du Nigeria avec toutes les conséquences sur les pays voisins. El Hadja, nous revenons ici avec vous pour un peu réagir par rapport à cette décision des autorités nigérianes de fermer ses frontières avec les pays voisins, notamment le Niger, dont les conséquences se font déjà sentir. El Hadji, quel est l'intérêt pour ces pays de fermer ses frontières? Bon, vous savez, en fait, dans un premier temps, quand tu dis quel intérêt pour ces pays de fermer ses frontières, lui, il avait annoncé, c'est du point de vue sécuritaire et un certain nombre de choses qui rentre en transit dans son pays et qu'il n'est pas d'accord par rapport à cet effet. Soit l'un dans l'autre, ça veut dire que moi je pense, tout le monde est intimement d'accord quand un pays indépendant qui maintenant pouvait un temps soit peut mettre de l'ordre dans son pays, personne ne peut empêcher. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a des conventions qui te lient et un partenariat qui te lie par rapport aux dispositifs. Et maintenant, ça veut dire que la collaboration et la modération de l'armation aujourd'hui de commerce, aujourd'hui c'est parti à un niveau où personne ne peut dire que dans tous les cas, elle va faire cavaler seule. Soit l'un de l'autre. Quand on parle de sécurité n'a pas de prix, je suis d'accord avec lui. Mais nous pensons que ça ne va pas venir jusqu'à cette date. Et que maintenant, si par exemple, si ça peut prendre, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines, ou à la limite, 1 mois, mais il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, ça veut dire que, à la limite, quand vous avez suivi par exemple le communiqué du ministre des Finances qui dit qu'en fait, il y a un manque à gagner de 40 millions. Non, mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, que nous partageons à peu près 1100 km de frontières, il n'y a aucun pays au monde qui partage les mêmes idéologies, la même déontologie, la même frontière comme le Niger et le Nigeria, qui partagent en fait toutes les valeurs. Donc, ce qui fait que quand vous partez de cette base, nous pensons que ça veut dire que même si par ailleurs, je ne dis pas qu'on peut condamner d'autres pays, mais nous, l'histoire nous avait montré que le Niger et le Nigeria, c'est un même pays. Et maintenant, ça veut dire que quel que soit le problème de sécurité qui va sévir, quel que soit le problème qui va venir, nous ne pensons pas que ça va arriver à ce point parce qu'aujourd'hui, c'est toutes les populations de part et d'autre qui ont été asphyxiées. Quand vous faites le constat, il y a à peu près, je ne sais pas, 2 mois de cela, ou 1 mois et demi, il y a même les gens en fait, de sa ville natale qui est Daoura, qui étaient venus et que maintenant ça veut dire qu'ils ont marché, ils ont dit que non, ils ne sont pas d'accord par rapport à cette défaite. Donc c'est pour dire à tel point que tout le monde, la population, elle est solidaire entre elle, entre ses pays respectifs. Mais néanmoins, quand il s'agit par exemple de raison d'État, comme on l'a dit, mais néanmoins je pense que ça veut dire qu'il faut encore voir qu'il faut que la population, comme je l'avais dit tantôt, existe pour que vous allez gouverner. Mais cette population, comme on dit, on fait pour la bien de la population. Mais nous pensons que ça veut dire que ça aurait été que, encore, au moment où ça avait commencé, notre pays devrait entreprendre une démarche, même si il s'agit d'une démarche singulière, aller vers le président Bahari pour que maintenant, ça veut dire que
les dispositifs qu'il a mis en place soient assouplis. Parce que vous savez qu'il y a eu des poursuites, il y a eu des gens qui ont été décédés dans ce sens. Et vous savez que c'était un peu plus grave que oui. vous. Oui, d'accord. Là, pour ne pas vous couper, et le 14 novembre dernier, il y a une rencontre entre des délégations de 3 pays, Niger, Bénin et Nigeria, donc à Abuja, pour justement parler de ces problèmes. Donc il y a un comité de haut niveau qui a été mis en place pour examiner le problème et trouver des solutions. On peut s'attendre à des résultats concrets? Oui, mais jusqu'ici, ça veut dire que le mal est déjà fait. Soit l'un dans l'autre, ça veut dire que maintenant, quand vous avez voir, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, que maintenant le gouvernement nigérien a fait déjà ce communiqué qu'il dit qu'au plus tard, fin janvier, il va ouvrir les frontières. Mais tu vois que ça veut dire que même si on veut entreprendre cette démarche, j'ai dit on devrait la faire depuis. C'était sur une autre occasion que je l'avais évoquée. J'ai dit on devrait prendre, c'est-à-dire le taureau par le corne. On devrait aller vers les autorités nigériennes pour les expliquer en fait non, monsieur le président, on n'a pas le même problème, on n'a pas le même problème par exemple avec que pour le Niger Bénin. Non, Nigeria c'est autre chose. Nous pensons que ça veut dire que monsieur le président, vous devrez chercher à assouplir la situation sécuritaire entre nous pour voir comme un temps soit peu cette population elle est maîtrisée dans sa chair et que maintenant vous savez qu'après plus de 1000 camions qui ont été bloqués de part et d'autre de nos frontières et maintenant ce qui fait que ça veut dire qu'il n'y a rien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui quand maintenant ça veut dire que les conséquences qui maintenant après même si on ouvre maintenant vous savez que ça veut dire que c'est nos commerçants qui sont maîtrisés dans la chair et que maintenant ça veut dire que ce manque à gagner qui va leur donner ça, c'est ça le problème. Donc néanmoins je pense que ça veut dire que comme je l'avais dit, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais néanmoins, je pense que ça veut dire que toujours, il faut associer les gens qui sont capables de voir maintenant, ça veut dire que dialoguer avec... Parce que c'est le problème, moi je l'avais préconisé avec, à l'époque pour dire que dans tous les cas, Bahari, on le connaît très bien, mais il y a des gens qui sont capables, quand ils partent le négocier, il sera d'accord. Mais néanmoins, avec ce gouvernement, comme je l'avais dit, en fait, ce gouvernement, tant que tu n'es pas dans le circuit, quelle que soit ta compétence, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ce que tu es, on peut faire avec toi tant que tu n'es pas dans le circuit. C'est ça le problème. Merci. Donc je pense que la méthode d'approche va consister désormais à avoir cherché les compétences et maintenant les mettre en exergue pour voir maintenant, ça veut dire que avoir un Niger qui gagne dans tous les sens. Merci Alhaji. Donc je rappelle que vous êtes acteur de la société civile nigérienne. Avec vous, on a fait le tour des différents sujets qui étaient à la une de l'actualité cette semaine. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler du sport avec la fin des compétitions entrant dans le cadre de l'édition 2019 du championnat national de handball. Seniors, dames et messieurs, au finish, ce sont les équipes de l'AS Garde nationale, la fille, et l'AS Police, messieurs, qui ont été sacrés champions, nous rapportent Ibrahim Tikire et Abokar Souley. En ce samedi 16 novembre 2019, l'Académie des arts martiaux de Niamey a vibré dans l'apothéose des finales du championnat national de handball. Chez les dames, c'est l'équipe de l'AS Garde nationale qui a dominé l'AS Laban. C'est le sport qui est ainsi. Souvent tu perds, souvent tu gagnes. Est-ce que c'est les consignes qui n'ont pas été respectées? Tout à fait, tout à fait. Parce que je pensais que les filles ont compris ce que je dis. Ils ont tenu au premier mi-temps. Très malheureusement, au deuxième mi-temps, ils ont lâché. Ce qui fait mal encore, on a encore perdu face à cette équipe de Garde. Ça fait très mal. 3 finales successives, toujours on perd. Espérons quand même prochainement, les filles vont comprendre, ils vont vouloir corriger. Le choc AS-FAN-AS Police a été l'affiche de la finale, messieurs. Au finish, ce sont les policiers qui se sont imposés. Mission accomplie pour les dirigeants de la Fédération nigérienne de handball au vu de l'engouement que ce tournoi a suscité au sein de la famille du handball nigérien. Bilan satisfaisant, une fierté nationale, vraiment je pense que dans l'ensemble nous avons remarqué vraiment des jeunes talents parmi ces joueurs et que nous allons d'ailleurs appeler en équipe nationale pour le Challenge Trophy de 2020. Je pense que
En gros, ça a été satisfaisant. Nous allons d'abord passer par une présélection, parmi lesquelles les meilleurs sortiront qui représenteront notre pays au prochain championnat d'Afrique. Vous avez aussi remarqué la brillante absence de nos autorités. Nous sommes dans un pays où il faut avoir quelqu'un de très haut placé pour nous accompagner, mais nous pensons aussi que les gens doivent faire la différence entre le talent, entre beaucoup de choses. Vous avez des jeunes, et ces jeunes qui peuvent les encadrer, ne serait-ce les sponsors peuvent faire quelque chose, les autorités peuvent faire quelque chose. Nous passons notre temps à lancer des appels, malheureusement, qui ne passent pas, mais nous espérons et nous attendons toujours d'eux. Toutes les équipes sacrées championnes nationales ont reçu des trophées et des prix d'encouragement aux participants. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour ce grand rendez-vous des handballeurs nigériens. Merci Ibrahim Tikire et félicitations aux vainqueurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine. Audio Jungle.